bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le divorce. C'est une expérience à la fois universelle, mais aussi très très intime. Et pour commencer, on va sortir un peu des sentiers battus. On imagine souvent le divorce comme une épreuve forcément douloureuse. Mais figurez-vous qu'en Mauritanie, parfois, il est carrément célébré par les femmes. Ah oui, Célébré, hein? oui, ça peut même augmenter leur désirabilité et leur attrait. C'est une perspective, assez étonnante, hein. Ça nous rappelle que la réalité du divorce, elle est beaucoup plus complexe, plus nuancée que ce qu'on croit souvent. C'est tout à fait exact. Et c'est justement cette complexité qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On a regardé pas mal de sources différentes. Oui, Des témoignages personnels, parfois très forts, comme l'histoire d'Abou qui découvre la double vie de sa femme, ou Aziza qui se reconstruit après un mariage vraiment épuisant. d'accord. On a aussi des statistiques mondiales qui montrent des tendances, parfois un peu contre-intuitives. Et puis bien sûr des analyses d'experts, avocats, psychologues, sur les aspects légaux, émotionnels. Mhm. Et puis un regard sur les différences culturelles entre la France, le Japon, le Maghreb ou même les États-Unis. C'est pas toujours la même chose, quoi. C'est clair. Notre but aujourd'hui, c'est pas juste de faire une liste de faits, hein. C'est plutôt de distiller les points clés de tout ça. Oui, Qu'est-ce que ces expériences, ces chiffres nous apprennent vraiment sur les causes, sur le déroulement, et puis sur les impacts profonds de la séparation aujourd'hui? c'est ça. Alors, commençons peut-être par les raisons. Pourquoi ça casse? Quelques chiffres d'abord. Les taux de divorce, ça varie énormément. Ah oui, En France, on est autour de 50%. Mais ça grimpe près de 85% en Espagne, 74% en Russie. énorme. Et à côté de ça, contraste saisissant, l'Inde, c'est autour de 1%. Ou Malte, l'Irlande, on est sous les 15%. Ce qui est intéressant, au-delà des chiffres bruts, c'est la dynamique dans le temps, en fait. On a vu une hausse presque partout au XXe siècle. Oui. Et puis, depuis les années 2000, une sorte de stabilisation, voire une petite baisse dans certains pays riches, comme chez nous. Mais ailleurs, ça continue d'augmenter. D'accord. Et un point qui revient souvent dans les sources, surtout en France, et qui est assez frappant, c'est que 3/4 des demandes de divorce viendraient des femmes. 3 sur 4. C'est une statistique qui interpelle quand même. Comment on explique ça? Les sources, elles pointent souvent vers des attentes qui ne sont pas satisfaites. Mhm. Surtout chez les femmes apparemment, pas juste matérielles, mais plus profondes, relationnelles, un manque d'écoute, de partage de moments de qualité. Une source dit même que c'est la cause numéro 1 citée par les femmes. Oui, ça revient beaucoup. Est-ce que c'est si différent d'avant, ou c'est juste que ces attentes, elles sont plus affirmées aujourd'hui? C'est sûrement un mélange des deux, vous voyez. L'évolution du rôle des femmes, leur indépendance financière qui grandit, ça leur permet sans doute d'être moins tolérantes face à des situations qu'elles auraient peut-être subies avant. D'accord. Après, les problèmes de communication, bon, ça c'est un classique évidemment, l'infidélité aussi, même si, attention, la loi française par exemple est claire, c'est rarement la seule cause légale suffisante pour un divorce pour faute. Ah oui, juste l'infidélité, ça suffit pas toujours. Souvent non. Mais les témoignages comme ceux d'Aou ou de Sérène, ils montrent des situations d'infidélité très complexes, parfois des doubles vies entières, découvertes de manière brutale. Hmm. Au-delà de ces déclencheurs un peu spectaculaires, il y a aussi des choses plus insidieuses, non? Comme l'usure du couple. Oui, tout à fait. Ce sentiment que la vie s'étiole faute de projets communs. J'ai vu cette formule utilisée par une avocate. Et le manque d'intimité sexuelle aussi, souvent cité comme un signe avant-coureur. Effectivement. L'expert américain James Sexton, il appelle ça le canari dans la mine de charbon du couple. C'est souvent un indicateur précoce que quelque chose de plus profond ne va pas. C'est une bonne image. Oui. D'autres sources, y compris certaines d'inspiration islamique, mettent aussi l'accent sur un manque de prise de responsabilité. Ah, c'est-à-dire? Parfois c'est attribué aux hommes, jugés immatures, parfois aux femmes qui sont débordées par la charge mentale, le travail, les enfants, La fameuse charge mentale. voilà. Et puis des facteurs plus modernes, le matérialisme à outrance ou même l'addiction aux écrans qui créent une distance dans le couple. Les exemples concrets, c'est vrai que ça rend les choses très tangibles. On a des histoires d'abandon soudain, parfois pendant un congé parental, un moment hyper vulnérable. Oui, c'est terrible ça. Oh, cette histoire incroyable où un simple désaccord sur un sac de luxe, ça dégénère en violence et même en sabotage professionnel. C'est fou. Le sentiment de négligence, comme celui de l'ex-femme de Poutine. L'épuisement, le burn-out professionnel ou une relation toxique, comme pour Aziza et Sérène. Ça montre bien toute la diversité des chemins qui mènent à la rupture, en fait.
Ce qui ressort peut-être de tout ça, c'est un décalage qui grandit. D'un côté, on a des attentes individuelles très fortes, non? Nourries par cette culture de l'épanouissement personnel, une plus grande liberté de choix, surtout pour les femmes. Ouais. Et de l'autre, la réalité de la vie à deux sur le long terme, qui est parfois exigeante, voire décevante, surtout avec l'espérance de vie qui s'allonge. Au Japon, par exemple, on voit des gens qui réévaluent toute leur vie après 60 ans. Hmm. Mais cette liberté de rompre, elle n'est pas partout pareille. Les sources montrent aussi qu'il y a de fortes pressions culturelles qui peuvent jouer contre le divorce. Ah oui, bien sûr. On pense à l'honneur familial, dans certaines communautés, comme chez les Pakistanais au Royaume-Uni, ou la stigmatisation sociale. Même si ça s'est atténué en France, ça persiste, et c'est encore très fort en Inde ou au Maghreb. Absolument. Et c'est là que l'exemple de la Mauritanie est si éclairant, justement. Oui, Ça nous rappelle que la façon dont la société voit le divorce est loin d'être la même partout. Là où beaucoup voient ça comme un échec, une honte, la Mauritanie montre qu'on peut avoir une vision radicalement différente, jusqu'à valoriser la femme divorcée. Cette variété culturelle, c'est vraiment clé pour comprendre le phénomène globalement. parlons maintenant du processus. Le comment on divorce. On voit une séparation assez nette, non? D'un côté, le divorce par consentement mutuel, ça peut être assez rapide, apaisé. Comme pour ce couple, Alain et Chantal, qui se séparent après 35 ans de vie commune. Oui, l'amiable. Et de l'autre, les divorces conflictuels. Ça concernerait quand même 45% des cas en France, selon une source. Et on voit aussi apparaître ces services de divorce low cost sur Internet. Oui, ces options low cost, ça pose question. Une enquête de 100% conso mettait en corde contre les risques, en fait. C'est-à-dire, Régler ça trop vite, sans vrais accompagnements humains, ça peut laisser des conflits sous le tapis, quoi. Et ça ressurgit plus tard, avec de nouveaux frais, de nouveaux litiges. ah oui, les coûts cachés. Exactement. Et au-delà de l'argent, il y a la dimension humaine. Le divorce est une forme de deuil, ça demande de parler, de verbaliser. Ce que ces processus très standardisés, ils facilitent pas toujours. C'est un point important. Vouloir économiser sur un divorce, ça pourrait finalement coûter plus cher émotionnellement et même financièrement à la fin. C'est ça. D'ailleurs, même les divorces dits amiables, ça a un coût, hein. Une source suisse parlait d'une moyenne de 19 000 francs suisses en frais d'avocat, etc. Ah oui, quand même. Peut-être que l'augmentation des contrats prénuptiaux, James Sexton dit qu'ils sont 5 fois plus fréquents chez les jeunes qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est une réponse à ça, une façon d'anticiper les difficultés. C'est une interprétation possible, oui. Mais quand la prévention marche pas et que le conflit s'installe vraiment, là on entre dans une autre dimension. La guerre du divorce. Un peu, oui. Les avocats comme Sexton ou Maître Boursicant, ils décrivent bien comment leur rôle change. C'est plus juste appliquer la loi, il faut construire un récit. Un récit. Oui, positionner son client comme la victime et l'autre comme l'agresseur, pour convaincre le juge. Ça devient très stratégique. Et cette stratégie, elle peut devenir une vraie guerre, si on lit certaines sources. Un documentaire américain, Divorce Corp, parlait de l'utilisation fréquente d'accusations graves, parfois fausses, violences, addictions, pour obtenir de l'argent ou la garde des enfants. Malheureusement, ça arrive. On parle même d'espionnage, hein. Détectives privés, fouiller les ordis, installer des logiciels espions sur les téléphones, illégalement bien sûr. Le harcèlement moral aussi, par SMS incessant par exemple. C'est une arme, comme le racontait une cliente de Maître Boursicant. C'est le côté sombre du processus légal, oui. L'intime qui est exposé et utilisé. Face à cette brutalité potentielle, certaines communautés cherchent d'autres cadres. Comme quoi? Au Royaume-Uni, par exemple, il existe des cours qui appliquent la charia. Elles offrent une médiation, une guidance spirituelle aux couples musulmans. Leurs avis n'ont pas force de loi britannique, mais ça peut donner un cadre moral, religieux, pour gérer la séparation selon leurs valeurs. D'accord, une alternative plus encadrée spirituellement. Une fois que la séparation est actée, légalement et parfois dans la douleur, quelles sont les conséquences à plus long terme? L'impact financier, il est souvent immédiat et rude, non? Ah oui, très souvent. Une étude suisse mentionnait une perte de niveau de vie qui pouvait aller jusqu'à 50%. La moitié. Oui, et les témoignages vont tous dans ce sens. Précarité qui augmente, endettement, parfois obligé de retourner vivre chez les parents ou de dépendre des enfants, même à un âge avancé, comme Marcel, 69 ans, qui se retrouve seul pour la première fois. Et les sources sont claires. Cette baisse de revenus, elle touche plus durement les femmes. Et j'imagine que cet impact financier, il est lié au coût émotionnel qui doit être énorme aussi.
immense. On parle de traumatisme, de dépression, d'une chute de l'estime de soi. Maïssa Kasbi expliquait bien comment elle avait dû surcompenser son manque de confiance après son divorce. Oui, Et a le sentiment d'échec aussi, parfois une sorte d'anesthésie émotionnelle, vous savez, ce mode pilote automatique pour juste survivre au début, c'est ce que disait une mère solo. Certaines personnes parlent même d'une sorte d'amnésie de certaines périodes. La reconstruction, c'est souvent long, difficile. ce lien entre galère financière et détresse émotionnelle, ça doit être un cercle vicieux terrible. Et au milieu de tout ça, il y a les enfants. Toujours. Les sources sont unanimes là-dessus. Ils sont souvent pris entre deux feux, des batailles pour la garde, l'aliénation parentale, quand un parent essaie de monter l'enfant contre l'autre. On a vu ça dans plusieurs témoignages. Même au Japon, où un parent peut carrément disparaître avec l'enfant. Oui, c'est dramatique. Sans parler des soucis très concrets du quotidien, hein, les pensions alimentaires pas payées, les droits de visite pas respectés. C'est un enjeu majeur. Les conséquences psychologiques pour les enfants peuvent être durables. Certaines sources, comme une émission de Canal Algérie, font même un lien entre les familles déchirées et des problèmes sociaux plus larges, comme la délinquance juvénile. Et pour les adultes aussi, la vie après, c'est pas simple. La stigmatisation sociale, ça peut continuer, surtout pour les femmes, parfois vues comme des cas sociaux, ou même une menace pour les autres couples, comme le notait une source sur LCP. Ça peut vraiment isoler. Oui, l'isolement est un vrai risque. Pourtant, malgré ce tableau souvent assez sombre, la précarité, le trauma, le conflit et la stigmatisation, les chiffres montrent aussi qu'on se remarie beaucoup. James Sexton cite un taux de 86% aux États-Unis. C'est vrai. Comment on interprète ça? Cette envie de couple qui persiste après une expérience souvent si négative. C'est une question fascinante, oui. Ça suggère peut-être plusieurs choses. Une forme de résilience humaine, peut-être? La force de l'idéal du couple dans nos sociétés? Ou alors peut-être que les gens abordent une deuxième union différemment, Comment ça? avec des attentes ou des critères différents, plus réalistes ou mieux définis grâce à l'expérience passée. Aziza, par exemple, elle cherche explicitement un partenaire qui soit disponible émotionnellement. D'accord. Abou, lui, il développe des critères sur le niveau d'études, peut-être une réaction directe à son histoire. C'est une quête qui continue, mais sur des bases qui ont potentiellement changé. Au final, cette exploration, elle nous montre le divorce pas comme un événement unique, mais vraiment comme un processus. Complexe, influencé par des facteurs personnels, culturels, sociétaux, tout ça se mélange. Exactement. Le chemin légal, c'est une chose, mais l'expérience humaine, c'en est une autre, souvent bien plus longue et tortueuse. Tout à fait. Le point clé qui émerge, c'est peut-être cette tension entre les structures légales, sociales du divorce et les besoins humains fondamentaux. Besoin de clôture, de guérison, de reconstruction. Mhm. Comprendre cette tension, c'est essentiel, je pense, alors que les modèles familiaux, relationnels continuent d'évoluer. James Sexton, il insiste beaucoup là-dessus. La communication, l'attention mutuelle, ce sont des clés potentielles. Pas forcément pour éviter toute rupture, mais pour mieux naviguer les difficultés inévitables de l'engagement sur le long terme. Pour conclure, peut-être une réflexion inspirée par Sexton. Il compare l'amour à l'attachement qu'on a pour un animal de compagnie, qu'on sait, au fond, destiné à disparaître un jour. C'est une image forte. Oui. Si on accepte que la perte, sous une forme ou une autre, fait partie intégrante de l'amour des relations profondes, comment cette acceptation de l'impermanence pourrait changer notre façon d'aborder l'engagement et aussi la manière dont on vit une séparation si elle arrive? C'est une perspective qui invite à repenser nos attentes, c'est sûr, nos attentes vis-à-vis de l'amour, de la durée des liens, et peut-être à trouver plus de sérénité, même face à la fin d'une histoire. C'est une question profonde à méditer, effectivement.